Ben, en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Donc, vous pouvez directement prendre le micro et poser les questions. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une parmi des tâches de l'administrateur système, c'est la gestion des disques. Et pour gérer les disques, donc, on doit comprendre l'arborescence Linux. Donc, on va voir ce qu'on appelle FHS, c'est le standard qui définit l'arborescence de Linux. Donc, l'objectif de la séance qui va en fait s'étaler sur l'objectif du cours qui va s'étaler sur 2 séances. Donc, c'est de comprendre comment concevoir le plan de partitionnement des disques d'un système Linux, comprendre l'allocation du système de fichiers ou d'espace swap, et l'adaptation de ce plan aux besoins auxquels le système devra répondre. L'administrateur système doit savoir comment partitionner les disques et comment adapter ça aux besoins. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi une partition? Ça veut dire quoi partition? Partie du disque dur. C'est une partie du disque dur, une partie logique du disque dur. Et pourquoi on a besoin de faire des partitions? Allez, on divise le disque dur en plusieurs parties. Allez, ta forme les exemples. Si on veut installer, par exemple, c'est ce que vous avez fait sur vos machines, Linux à côté de Windows, par exemple. Donc, vous avez réservé 2 partitions différentes. D'accord? Si vous voulez faire une partition de données, vous allez sauvegarder vos données pour les séparer des programmes. Donc, il y a plusieurs besoins. Hein, d'accord? Alors, on va voir quelques besoins où on va créer des partitions et comment donc adapter ça selon les applications installées sur le serveur. Ben, donc, lorsqu'on installe le système d'exploitation Linux, il faut créer au moins 2 partitions. Donc, la première partition, c'est le système de fichiers racine. Donc, c'est une partition qui contient la distribution Linux. Et une partition pour l'espace swap. Donc, comme on a discuté durant la 2e séance, donc l'espace swap, c'est une partie du disque dur, donc réservée pour étendre la mémoire RAM. Comme ça, si la mémoire RAM elle est pleine et on veut lancer d'autres programmes, donc on peut vider quelques programmes dans cet espace swap et lancer de nouveaux programmes. C'est comme si on a une mémoire RAM plus grande. Mais en fait, c'est une partie du disque dur utilisée pour augmenter la taille étendre la taille de la mémoire RAM. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Donc, donc la partition swap n'a pas besoin de système de fichiers. Donc, le noyau, il peut accéder directement en mode brut, en utilisant les adresses physiques. Et ça permet d'éviter le surcoût dû aux appels système nécessaires à l'utilisation d'un système de fichiers. Hein. Vous savez, c'est quoi un système de fichiers? Là, franchement, un système de fichiers. Ou non? Donc, pour accéder aux données sur un disque, sur un support de stockage, on a besoin d'informations sur le fichier. D'accord? On a besoin du nom du fichier et son emplacement sur le disque. D'accord? Donc, pour ça, il faut utiliser un système de fichiers installé sur le disque qui permet d'organiser ces fichiers sur le disque. C'est une sorte de tableau qui contient les noms du fichier, un identifiant unique pour les fichiers, leurs propriétaires, les permissions et leur emplacement sur le disque. D'accord?
Comme ça, si on veut utiliser une information, on passe par ce système de fichiers. C'est quelque chose qui organise les fichiers sur le disque. C'est l'équivalent d'un sommaire, du sommaire d'un livre. Si vous voulez chercher un chapitre dans un livre, vous cherchez dans le sommaire le nom du chapitre et le numéro de la page. D'accord? Imaginez, vous avez un livre sans sommaire, vous n'allez pas trouver l'information que vous cherchez. C'est le même principe sur un disque dur. Hein. Donc, on installe, voilà, on formate un disque dur en utilisant un système de fichiers qui permet d'organiser ces fichiers. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Ben, donc, pour l'espace swap, on n'a pas besoin de système de fichiers. Donc, pour des raisons de performance, il n'y a pas dans cette partition un système de fichiers. Donc, l'accès se fait d'une manière brute, d'une manière directe, en utilisant les adresses physiques. Donc, avant de commencer un plan de partitionnement, avant de commencer à affecter les disques aux différents répertoires du système de fichiers, et avant de créer les partitions, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va installer sur le serveur. Donc, il faut connaître les types d'applications. Donc, si on a un serveur mail, ou un serveur web, ou des applications graphiques, ou autre application. Il faut comprendre le comportement de ces applications. Selon leur comportement, on va les affecter à des disques selon leur vitesse. Donc, il y a plusieurs technologies de disques durs. Le coût est différent et la vitesse elle est différente selon la technologie. Donc, si on va partitionner, voilà, préparer le plan de partitionnement d'un serveur, il faut connaître qu'est-ce qu'on va installer sur ce serveur. Donc, par exemple, le répertoire racine, donc il contient la plupart des utilitaires système qui ne sont pas souvent utilisés. D'accord? Donc là, on peut affecter ce répertoire ou la monter ce répertoire sur un disque, sur le disque le plus long. Le répertoire /var/log, il contient des fichiers texte qui sont en train d'être remplis en temps réel. Ces fichiers ils sont remplis par les services en cours d'exécution. Donc, pour alléger le système, donc, on peut affecter ce répertoire au disque le plus rapide. D'accord? Kiff le répertoire /user, c'est un répertoire qui contient les applications qui sont en train d'être utilisées. Donc, il faut de préférence installer ça à un disque rapide. D'accord? Donc, ce que l'administrateur doit connaître, c'est le comportement des applications. Donc, par exemple, si vous allez installer le service SendMail, donc il faut connaître qu'il est en train d'utiliser des fichiers où il est, voilà, des répertoires où il est en train d'enregistrer les mails. Hein, d'accord? Il faut prévoir, voilà, il faut connaître où est-ce que les applications sont en train d'écrire les messages, voilà, de mettre à jour les fichiers et quelle est la fréquence. D'accord? Le serveur web Apache, par exemple, il écrit beaucoup de messages log. D'accord? Donc là aussi, il faut connaître l'emplacement de ces messages log. Donc, sous Linux, donc, on peut attacher des disques à des répertoires. Maintenant, vous pouvez monter un répertoire sur un disque ou sur une partition. Sous Windows, comment vous faites pour accéder au disque ou aux partitions? Comment on fait? Les points d'entrée au disque ou bien aux partitions. Dans quel emplacement? SDA. C'est deux points, D2 points, les lecteurs, donc c'est deux points, D2 points, E2 points, Z2 points. Donc comme c'est les emplacements pour accéder aux partitions disques sous Windows. D'accord? Sous Linux, donc c'est les disques et les partitions, ils sont attachés à des répertoires. Donc on peut
affecter des répertoires à des disques ou à des partitions différentes, d'accord, selon la fréquence d'utilisation du répertoire et la vitesse du disque, voilà, pour des raisons de sécurité. Donc, il y a plusieurs objectifs qui nous poussent à faire un plan de partitionnement bien particulier, et c'est ce qu'on va voir durant ce chapitre. Hein. D'accord? Ben, donc, pour comprendre, bien sûr, comment on va faire le partitionnement, il faut comprendre l'arborescence du système d'exploitation Linux. Cette arborescence, elle suit un standard qui s'appelle FHS, donc File System Hierarchy Standard. Donc, je vais vous montrer cette hiérarchie. Donc, si je mets ls / je vais trouver des répertoires, donc Imabin, voilà, lib, etc. Donc, ces répertoires, ils sont standardisés donc, par le standard FHS que vous pouvez trouver sous cette adresse, donc sous ce URL. Donc, toutes les distributions Linux, ici conformes, sauf quelques petites différences. Maintenant, vous pouvez trouver des petites différences entre les distributions. Hein. Donc, pour comprendre l'arborescence, il faut comprendre les types de fichiers qu'on trouve dans cette arborescence. Donc, un fichier sous Linux est désigné par un nom. Il possède un unique inode. Donc, l'inode, c'est une structure qui contient les informations sur le fichier. Et un fichier, il a les fonctionnalités donc d'ouverture, fermeture, lecture, écriture et d'autres fonctionnalités. Hein. On peut lire ou écrire et bien sûr ouvrir et fermer. Donc un fichier, ça peut être un fichier ordinaire. Donc si vous faites ls-l, ça commence par tirer. Un répertoire, donc directory, ou bien un lien symbolique, ou un pseudo-fichier, un fichier spécial qui représente un périphérique. Donc, ce périphérique, ça peut être un périphérique série. L'écriture se fait caractère par caractère, octet par octet. Un dispositif de communication ou bien un périphérique mode bloc où l'écriture se fait par bloc d'octet. Donc, et c'est généralement les disques. Hein. Sur le disque, on n'écrit pas caractère par caractère, mais bloc par bloc. Donc, je vais vous montrer si je fais ls-l. Donc là, j'ai des fichiers dans mon répertoire. Vous voyez ici tout ce qui commence par tirer, c'est un fichier ordinaire. Tout ce qui commence par D, c'est un répertoire. D'accord? Je vais maintenant vous montrer le répertoire /dev. Dev pour dire device, périphérique. Donc dans ce répertoire, on va trouver des fichiers spéciaux, d'accord, qui permettent de communiquer avec des périphériques. Ça peut être des périphériques matériels, hein, une imprimante, une caméra, un scanner, un disque. Donc, pour communiquer avec n'importe quel périphérique, on passe par un fichier spécial. Donc, ce fichier spécial, il utilise les mêmes primitifs qu'un fichier ordinaire, l'ouverture, fermeture, l'écriture et la lecture. Ah, mais ce n'est pas un fichier qu'on peut stocker. C'est juste une interface qu'on utilise avec un périphérique. Donc, ça peut être un disque, ou comme j'ai dit, n'importe quel matériel. Je vais faire ls-l. Donc, vous voyez ici qu'il y a des fichiers spéciaux qui commencent par C pour dire c'est un périphérique mode série. L'écriture et la lecture se fait caractère par caractère. Et il y a des périphériques mode bloc. Donc, je vais chercher. Oui. Donc, l'année, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fichier SDA. Donc, c'est un périphérique mode bloc. Et ça représente un disque. D'accord? Donc, SDA, c'est un disque. SDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des... À votre avis, c'est quoi? Des partitions. C'est des partitions sur, voilà, dans le disque SDA. Ce sont des partitions
partitions dans le disque SDA. Elles sont numérotées. Combien de partitions primaires on peut avoir? 4. 4. Ou 5 ou 6 l'année, c'est quoi? Logique. Ce sont des lecteurs logiques. D'accord? Donc, on peut avoir 4 partitions primaires. Parmi ces partitions, on peut avoir une partition étendue qu'on peut diviser en des lecteurs logiques. Hein? D'accord? B. Donc, c'est clair, c'est quoi un fichier sous Linux? Donc, pour l'arborescence, il y a le répertoire /bin. On trouve toujours le répertoire /bin. Donc, qui contient des binaires. Bin pour dire binary. Hein? Donc, si je fais ls/bin, vous allez trouver la majorité des commandes Linux. Donc, Kima, Bash, cat, cp, rm, mv. Donc, les commandes de base de Linux, vous allez les trouver dans le répertoire /bin. Dans le répertoire /boot, donc vous allez trouver les fichiers nécessaires au démarrage. On a vu ce répertoire. Donc, vous allez trouver le noyau. Vous pouvez trouver aussi l'image initRD nécessaire au démarrage du noyau. Et par exemple, vous pouvez trouver le répertoire grab, donc qui contient le bootloader. Là, il y a d'autres fichiers qu'on trouve dans ce répertoire qui m'a confié, qui représente la configuration du noyau. B. /dev, je viens de le montrer. Donc, c'est un répertoire qui contient les fichiers spéciaux pour accéder au périphérique. /etc, c'est un répertoire qui contient les fichiers de configuration. Donc, si vous faites plutôt ls/etc, donc vous allez trouver des fichiers texte, d'accord, ou bien des scripts qui représentent la configuration de service ou d'application. Donc, il y a des fichiers qui se terminent par l'extension .conf. Il y a d'autres fichiers sans extension, comme ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, qui me passe wd, ou bien init.d, ou bien le répertoire init.d qui contient les scripts de démarrage. Voilà le fichier shadow, donc le fichier bash.rc, bash profile, le fichier profile. Donc tous les fichiers de configuration, vous allez les trouver dans le répertoire /etc. Hein. Le répertoire /home, donc c'est un répertoire qui contient les répertoires personnels des utilisateurs. Donc si vous faites ls/home, vous allez trouver les répertoires personnels des utilisateurs. Le répertoire /lib, il contient les librairies. Donc l'année, vous allez trouver les différentes librairies. /mnt, donc ça c'est un répertoire qu'on utilise. Donc il est normalement vide pour l'instant. Donc c'est un répertoire qu'on utilise si on veut monter des périphériques temporaires qui m'a un flash disk. Donc on crée un répertoire dans le répertoire /mnt pour monter donc un support temporaire. D'accord. Proc et 6, ce sont des systèmes de fichiers virtuels pour avoir des informations issues du noyau. Donc l'année, vous allez trouver donc des fichiers qui m'a par exemple CPU info qui donne des informations sur le microprocesseur. Et vous allez trouver des répertoires pour donc ça c'est le fichier CPU info. Ce sont des fichiers spéciaux qui sont mis à jour dynamiquement. Hein. On dit mais s'il y a un changement d'état dans le noyau, ces fichiers vont être modifiés. Donc vous pouvez trouver aussi des répertoires donc numérotés avec le PID des processus en cours d'exécution. Et dans ces répertoires, vous allez trouver des informations issues du noyau sur les processus. Le répertoire /root, c'est le répertoire home du super utilisateur. Le répertoire sbin,
c'est un répertoire qui contient des exécutables nécessaires au démarrage de la machine. Donc, je peux faire ls/sbin et vous allez trouver différents programmes donc qu'on peut utiliser. On va voir quelques utilitaires qui se trouvent dans SBin aujourd'hui. Hein. Le répertoire /temp, c'est un répertoire partagé entre les utilisateurs et qui permet de stocker les fichiers temporaires. D'accord? Le répertoire /user, c'est une arborescence qui contient les fichiers des applications, l'installation des applications. /var, il contient les données du système et des applications. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? مش شنو الفرق بين اليوزر والبين؟ Donc, le répertoire /bin, il contient des commandes de base de Linux. Le répertoire /user, il contient toute une arborescence. Vous allez trouver sous /user un autre répertoire bin qui contient des binaires des applications, un répertoire /lib, /user/lib qui contient les librairies utilisées par les applications, un répertoire src qui contient les sources des applications open source, d'accord? Donc c'est toute une arborescence qu'on met sous le répertoire /user. Maintenant, si vous voulez installer une application, vous n'allez pas installer ça dans le répertoire /bin. Le répertoire /bin est utilisé pour le système. Le répertoire /user/bin est utilisé par les applications utilisateurs. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Ben. Donc, l'année, c'est des exemples de répertoires qu'on trouve, donc, voilà, sous-répertoires qu'on trouve. Donc, dans /etc, par exemple, /etc x11, c'est les fichiers et de configuration du système graphique X11, du serveur graphique X11. etc rc, les répertoires rc qu'on a vu, donc ça contient les scripts de démarrage. Donc, pour les différents niveaux d'exécution, il y en a plusieurs répertoires. Hein. Donc, ce sont des exemples. Voilà, etc, on trouve les fichiers de configuration du serveur web. Dans le répertoire /lib, on trouve, par exemple, le répertoire /lib/module. Donc là, c'est les modules du noyau. Ouais, les librairies utilisées pour la sécurité. Donc, tout ça, tous ces sous-répertoires, ils sont standardisés. Hein. Dans le standard FHS, on trouve qu'est-ce qu'on doit mettre dans chaque répertoire. Hein. Donc, dans le répertoire /user, comme j'ai dit, il y a les binaires des applications, on peut avoir des jeux. Il y a plusieurs répertoires qu'on peut créer ici. Et c'est essentiellement les fichiers des applications installées par les utilisateurs. On est chez les applications système, les ressources système. Le répertoire /var, donc ça c'est un répertoire qui contient les données du système et aussi des applications installées. D'accord? Donc, donc /var/log, ça c'est un répertoire qui contient les fichiers log de tous les services. /var/ww, ça contient les pages web. D'accord? Et ainsi de suite. Hein. Il y a plusieurs répertoires. D'accord? Sous Linux, donc le FHS, ce standard, il divise les fichiers selon deux catégories. Donc, est-ce que les données sont partagées ou non partagées? D'accord? Est-ce qu'ils sont vus entre les hôtes? Chaque hôte voit les fichiers, ils sont vus par seulement le propriétaire des fichiers. Donc, comme les fichiers de configuration, ils ne sont pas partagés. Et les données, ils peuvent être statiques ou bien variables. Variables comme ce qu'on trouve dans le répertoire /var, ce sont des données qui varient, ou alors statiques comme ce qu'on trouve dans le répertoire /bin, ce sont des programmes et qui ne vont pas changer, d'accord?
B. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Des questions? Non. L'objectif de la séance, on va comprendre comment partitionner, voilà, comment préparer un plan de partitionnement. Et comme j'ai dit, les partitions et les disques, ils vont être montés sur des répertoires. Donc, il faut comprendre l'arborescence Linux et il faut comprendre c'est quoi un fichier, comment les fichiers ils sont stockés pour pouvoir faire le plan de partitionnement. Donc, les fichiers, ils sont stockés grâce à ce qu'on appelle les inodes. Donc, l'inode, c'est une structure de données qui contient des informations sur les fichiers stockés dans les systèmes de fichiers Linux. Voilà d'autres dans les systèmes de fichiers Linux et Unix. Un inode, il contient donc le nom du fichier, le créateur, l'adresse, les permissions et un numéro unique qu'on appelle aussi inode. Et toutes ces informations, vous allez, voilà, tous ces inodes, vous allez les trouver dans une table sur le disque dur. D'un livre. Donc l'année dans le début du disque dur, lorsqu'on installe le système de fichiers, une table qui contient des structures, ferme les informations sur les fichiers stockés sur le disque dur. À chaque fois qu'on stocke un fichier, voilà, on enregistre un fichier, il y a un inode, une structure qui sera remplie, faire les informations sur le fichier. Donc, le nombre d'inodes, la quantité d'inodes, elle est déterminée lors du formatage de la partition. Maintenant, lorsqu'on formate la partition, on crée des inodes vides, ces structures vides. À chaque fois qu'on utilise les fichiers, voilà, on enregistre des fichiers, on va remplir ces inodes. Si on supprime un fichier, on va libérer un inode. Maintenant, je reviens à l'exemple du sommaire du livre. C'est comme si on prépare un sommaire vide. Et à chaque fois qu'on écrit un chapitre, on met le nom du chapitre et le numéro de la page. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Ben. Donc, pour connaître le numéro d'inode d'un fichier, donc vous faites ls-i. Donc, l'année, je vais afficher tous les numéros d'inode du répertoire courant. Vous voyez le numéro avant chaque fichier. Ça, c'est le numéro d'inode. Voilà, vous faites ls-i et le nom du fichier. D'accord? Vous allez avoir le numéro d'inode. Donc, ça, c'est un schéma qui simplifie le mécanisme, voilà, la table des inodes. Donc, c'est une table qui contient le numéro d'inode, le nom du fichier, mais d'autres informations aussi. Hein. Donc, l'adresse, le propriétaire, la taille du fichier, les permissions, ainsi de suite. Et les fichiers, ils sont stockés, éparpillés sur le disque. Si on veut chercher un fichier, donc c'est grâce à cette table d'inode qu'on peut accéder au fichier, ou le supprimer, ou le manipuler. D'accord? Donc, il y a une norme pour les systèmes Unix qui définit qu'est-ce qu'on doit mettre dans les inodes. Donc, il faut au moins avoir la taille du fichier en octets, l'identifiant du périphérique contenant le fichier, donc /dev/sda1 par exemple, l'identifiant du propriétaire du fichier, l'identifiant du groupe auquel appartient le fichier, le nom du fichier, le mode du fichier, donc les permissions du fichier accordées au fichier, le numéro d'inode, donc c'est un numéro unique que le système de fichier utilise pour identifier le fichier. On n'utilise pas le nom. Le nom, on peut le réutiliser, mais le numéro d'inode, il est unique. Un compteur qui indique le nombre de liens vers le fichier, voilà, vers cet inode,
et les différentes dates, donc les dates de création, modification et dernier accès. Hein. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ben. Donc, si vous tapez ls-i, comme j'ai dit, vous allez voir le numéro d'inode. Si vous voulez voir le nombre d'inodes disponibles et le nombre d'inodes utilisés, donc vous pouvez utiliser la commande df, donc disk free. Donc, je vais faire ça. Donc, df slash dev slash sda 5. Donc l'année, je vais afficher l'espace utilisé et l'espace libre en termes de blocs. En termes de blocs. Alors je vais l'afficher en termes d'inode. Donc je vais ajouter l'option -i. Donc l'année, vous voyez que le nombre total d'inodes, c'est 361 000. Et le nombre utilisé, c'est 526 inodes. Donc, il reste beaucoup d'inodes que je peux utiliser. Ben. Donc, à l'aide de la commande stat, vous pouvez afficher des statistiques sur un fichier. Donc, le nom du fichier, la taille, le numéro de... Voilà, la taille d'un bloc, le type de fichier, le nombre de liens, d'accord, les permissions, les différentes dates. Et vous pouvez aussi faire stat-f et le nom du fichier. Et vous allez afficher des informations issues du système de fichier, comme le type du système de fichier, donc extend2, l'extend3, et le nombre de blocs, le nombre d'inodes et le nombre d'inodes libres et le nombre de blocs libres. Donc, un système de fichiers, donc ça permet de stocker, lire et manipuler les données sur un lecteur bloc. Et c'est la seule manière efficace pour faire ça. Il y a d'autres méthodes efficaces pour organiser les données sur un disque. D'accord? Exemple de lecteur bloc, donc les disques durs, les DVD, les flash disques. Donc, il y a plusieurs lecteurs en mode bloc. Hein. Donc, la structure d'un disque, les disques magnétiques, donc c'est plusieurs plateaux. Chaque plateau, il a deux faces. Et dans chaque face, elle est divisée en plusieurs pistes. Et c'est divisé en plusieurs secteurs géométriques. D'accord? L'intersection entre une piste et un secteur géométrique, c'est le secteur d'une piste. D'accord? Le cluster, c'est un ensemble de secteurs et c'est la plus petite unité utilisée dans un système d'exploitation. Donc, généralement, un secteur, c'est 512 octets. Le bloc, généralement, c'est 512 octets. Donc, l'ensemble des pistes qui ont le même numéro, c'est le cylindre. Et pour adresser une information sur un disque dur, on a besoin du numéro du cylindre, le numéro de la tête, sur chaque plateau il y a deux têtes, et le numéro du secteur. D'accord? Comme ça, avec ce triplet, on peut adresser n'importe quelle information sur un disque dur. Ben, les systèmes de fichiers, ils peuvent être journalisés. Un système de fichiers journalisé, c'est un système de fichiers qui garde trace des fichiers ouverts en mode écriture. D'accord? Allège, parce que parfois on a un arrêt brutal de la machine, ça peut être une coupure d'alimentation, voilà, le plantage du système. Voire les fichiers ouverts en mode d'écriture, ils vont être endommagés. Donc si le système est journalisé, on peut récupérer l'état du fichier. D'accord? Donc, il y a plusieurs systèmes de fichiers. Extend2, ça c'est un système de fichiers ancien, utilisé sous Linux. Extend3, c'est une extension de Extend2.
mais il est journalisé. Donc, Extend 2 n'est pas journalisé. Riser FS, c'est un système de fichiers journalisé et il est performant pour les fichiers de petite taille. Les fichiers comme les fichiers utilisés sur Internet. Donc, XFS, c'est un système de fichiers journalisé et optimisé pour la manipulation de gros fichiers. On a des fichiers de l'ordre de 9 exabytes, donc 9 milliards de gigabytes. GFS, c'est un système de fichiers journalisé créé par IBM, et il y a les systèmes de fichiers FAT32 et NTFS que vous connaissez bien sûr, qui sont des systèmes de Microsoft Windows. D'accord? Donc, en tant qu'administrateur système, vous devez connaître quel est le système de fichiers que vous allez utiliser pour chaque partition, pour chaque disque, selon les besoins. Parfois, vous avez besoin de fichiers, système de fichiers journalisés, parfois non. Si, bien sûr, vous allez gérer des fichiers de petite taille, il y a des systèmes de fichiers dédiés optimisés pour ça. Ou LSI, les systèmes de fichiers. Si vous allez utiliser des fichiers de grande taille aussi, il y a des systèmes de fichiers optimisés pour ça. Donc, comment on peut comparer? Donc, on peut comparer les systèmes de fichiers selon plusieurs critères. Donc, parmi ces critères, c'est la taille maximale d'un fichier qu'il peut gérer, la taille maximale d'une partition qu'il peut gérer, est-ce que le système de fichiers est journalisé ou non, ou est-ce qu'il gère les droits d'accès ou non, hein? D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je vais passer maintenant à la partie pratique. Je vais expliquer comment partitionner un disque et comment le formater et le monter. J'ai des questions avant de passer à la partie pratique. T'as mon feuille, Olé? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour moi. Oui. Ben. Donc, on va voir quelques utilitaires donc, qui permettent de faire la manipulation des disques. Donc, et quelques fichiers, bien sûr, de configuration. Hein. Donc, sous Windows, les disques, ils sont, voilà, les partitions, ils sont accessibles à l'aide de lecteurs qui commencent de C2 points jusqu'à Z2 points. On n'a pas d'informations sur le disque dur à travers son nom. Et on n'a pas d'informations sur le type de partition. Est-ce que c'est une partition primaire ou c'est une partition logique? D'accord? Sous Linux, la nomenclature nous permet de connaître le type du disque et le type de la partition. Donc, si c'est un disque IDE, donc le nom commence par HD. Si c'est un disque SATA, SCSI ou bien USB, ça commence par SD. Donc, si c'est un disque IDE et c'est un disque sur la première nappe et c'est un disque maître, c'est HDA. Si c'est esclave, c'est HDB. Si c'est sur la deuxième nappe, donc si elle est maître, c'est HDC. Si elle est esclave, c'est HDD. Pour le premier disque SATA, c'est SDA. Le deuxième, c'est SDB. Le troisième, c'est SDC, ainsi de suite. Hein. D'accord? Si le disque il est partitionné, on ajoute un numéro. On numérote les partitions. Donc, par exemple, SDA 1, c'est la première partition sur le disque, sur le premier disque SD. HDB 4, c'est la quatrième partition sur le disque esclave de la première nappe d'un disque IDE. D'accord? Donc, pour les partitions logiques, ça commence toujours à partir de 5. Jusqu'à 4, ce sont des partitions primaires. À partir de 5, c'est des lecteurs logiques. Donc, ça, c'est un schéma qui résume donc, la nomenclature. Donc, sachez que les disques IDE, ça commence par HD. Ou les disques SATA ou la SCSI, c'est SD. Hein. D'accord? B. Donc, pour afficher les disques
qui sont connectés à votre machine. Donc, il faut être bien sûr en mode super utilisateur. Donc, vous faites SU root. Je suis déjà en mode super utilisateur. Et vous tapez la commande fdisk-l. Donc, fdisk, c'est un utilitaire pour gérer le disque. Avec l'option L, c'est pour lister l'état des disques détectés sur la machine. Alors, comme vous voyez ici, est-ce que c'est clair tout d'abord l'écriture ou là je vais agrandir l'écran? واضحة الكتيبة؟ ايوه Ben, donc là j'ai un seul disque. Vous voyez /dev/sda. Le time تاعو c'est presque 300 gigas. On dit le nombre de la taille en termes de gigaoctets ou la taille en termes d'octets, le nombre de secteurs total. Hein. Donc j'ai aussi l'unité utilisée, la taille d'un bloc, c'est 512 octets. Où j'ai donc des informations selon la distribution, hein, toujours les informations sur le disque, d'accord. Puis j'ai ici la table de partition, comment le disque il est divisé. Alors ça c'est pas une machine virtuelle, c'est ma machine physique. Donc comme vous voyez ici, j'ai combien de partitions l'année? Combien de partitions primaires selon cette table? 4. On dit 4 partitions primaires. Hein. Donc de SDA 1 jusqu'à 4. فهم واحدة le type نتاعها شنو هذا؟ La quatrième partition. Extended, معناها étendue. معناها عندي 3 partitions primaires, فهم واحدة étendue. La partition étendue, elle contient 2 lecteurs logiques, les SDA 5 et SDA 6. Vous pouvez voir ça avec aussi la plage d'adresse. Le secteur de début de SDA 6, c'est après le secteur de début, voilà, c'est dans la plage d'adresse de SDA 4. SDA 5 et SDA 6 sont dans la plage d'adresse de SDA 4. D'accord? SDA 4, elle est divisée en 2 partitions, 5 et 6. Hein. L'année, vous pouvez voir quel est le type de la partition. Vous pouvez reconnaître quelque chose. NTFS, est-ce que ça vous dit quelque chose? Système de fichiers في Windows. Windows. Donc, c'est un système de fichiers Windows. Donc, en fait, c'est ma machine personnelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, j'ai installé Windows. D'accord? Pour installer Windows, donc Windows, il a réservé une petite partition de 350 mégas qui contient le bootloader de Windows. Vous voyez l'année l'étoile pour dire cette partition, elle est bootable. D'accord? En bas, il a mis le système de fichiers de Windows sur la partition SDA2. D'accord? En bas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une partition pour séparer mes données du système de fichiers Windows. Une partition SDA3 où j'ai mis mes données. D'accord? C'est une partition aussi que j'ai formatée avec NTFS. D'accord? Après, lorsque j'ai voulu installer Linux, comme on a dit, Linux, il a besoin de 2 partitions. La partition qui contient le système de fichiers racine et la mémoire swap. D'accord? Où j'ai déjà utilisé 3 partitions primaires. J'ai besoin de 2 partitions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une partition étendue, SDA4. Hadid fait 2 lecteurs logiques. Le premier, c'est SDA5, donc de taille 3 Go. Donc, pour ma mémoire swap, pour étendre la mémoire RAM. Ou deuxième partition, voilà le deuxième lecteur logique, SDA6, Hadid fait le système de fichiers Linux. Donc, ça, c'est un exemple de plan de partitionnement. C'est une machine, c'est sur un PC, hein. Sur un serveur. On va voir qu'on va prendre en compte plusieurs choses. Hein. On va affecter des répertoires sur des disques ou bien des partitions. Est-ce que c'est clair?
C'est clair ou non? Oui. Ben, ce que je vais faire maintenant, je vais attacher un flash disk à ma machine. Vous voyez, mais j'ai mis un flash disk. Et je vais refaire la commande fdisk-l. Donc l'année, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ajouté l'année? شوفوا في l'écran ولا Allez, l'année, qu'est-ce que vous remarquez? Je suis en train de dire slash dev slash SDA. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Le flash disk. SDB. SDB. Donc, le noyau, il a détecté un nouveau disque attaché à la machine. TimeTAO, c'est 7 Go. D'accord? Et il n'est pas partitionné. Madouche a une table de partition. Alors, si vous attachez des disques à votre machine, le noyau il va détecter ça et vous pouvez connaître ça. Allez, SDB parce que c'est un disque, donc c'est un flash disque, moi j'ai un disque IDE et qui me connaît ça commence par A en bas à chaque fois on numérote avec l'alphabet, SDA, SDB, SDC, ainsi de suite. Comme on dit un disque donc USB ou SATA ou bien SSI. Donc ça sera nommé SD suivi par une lettre. D'accord? Alors ce que je vais faire, je vais partitionner ce disque. Donc je vais faire ça à l'aide de la commande fdisk. Donc, je vais mettre fdisk /dev /sdb. C'est notre flash disk. L'année, fdisk m'offre un menu. Donc, voilà un invité de commande. Si je tape M, je vais avoir le menu des commandes que je peux exécuter à l'aide de fdisk. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est comment supprimer une partition, donc avec la lettre D. Comment ajouter une partition à l'aide de la lettre N. Comment afficher la table de partition à l'aide de la lettre P. Et pour enregistrer et quitter, donc on va utiliser W. D'accord? Il y a d'autres fonctionnalités qu'on peut faire à l'aide de fdisk. D'accord? Donc P, si je tape P, ça va afficher la table de partition. L'année, le flash disk taille, il n'est pas divisé en plusieurs partitions. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va diviser notre flash disk en deux partitions primaires. Wahda primaire, wahda étendue. Et la partition étendue, je vais la diviser en deux lecteurs logiques. D'accord? En bas, on va formater ces partitions et on va les monter et on va les utiliser. D'accord? C'est l'exemple que je vais utiliser pour expliquer comment partitionner et formater un disque. B. Donc, pour créer une partition, on tape N. Donc, l'année, j'ai une question. Est-ce que vous voulez créer une partition primaire ou elle est étendue? Je vais mettre P. P pour dire partition primaire. Donc, l'année, on me demande quel est le numéro de la partition. Si je tape Entrée, ça va prendre la valeur par défaut 1. Donc, je vais taper 1. Le secteur de début, donc par défaut, c'est 2048. Je vais taper Entrée. Puis, je vais donner le secteur de fin de la première partition. Donc, il y a le numéro du secteur. D'accord? Et dès qu'on tape Entrée, ça va prendre tout le disque. Ouais, et là, je mets la taille que je veux réserver pour cette partition. D'accord? Donc, la taille, c'est plus, je vais mettre par exemple 2 gigas. Donc, ça y est, la partition a été créée. Champ P pour afficher. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai une partition qui s'appelle SDB1 et sa taille, c'est de 2 gigas. Est-ce que c'est clair?
C'est clair? Oui. Oui. Ben, je vais créer dans la partition étendue. Donc, j'aime N. L'année, on me demande est-ce que c'est une partition étendue primaire? Ouais, elle est étendue. Si c'est étendue, l'année, comment il l'a décrit? Container for logical partitions. Maintenant, c'est une partition étendue, c'est un conteneur de lecteur logique. D'accord? Donc, je vais mettre E. Le numéro de la partition, je vais mettre 2. Le secteur de début, je vais prendre le premier secteur après la première partition, chambre entrée par défaut, et je vais réserver le reste du disque pour la partition étendue. Donc, je vais faire entrée. D'accord? Alors, je vais faire P pour afficher la table de partition. Je vais là en l'année. La première partition, c'est SDB 1. Elle est de taille 2 Go. La partition 2, c'est SDB 2. Elle est de taille 5,2 Go et c'est une partition étendue. D'accord? L'identifiant unique avec 83.5, avec c'est pour décrire le type de la partition. Si c'est 5, c'est une partition étendue. Hein. Ben, dans SDB2, je vais la diviser en deux lecteurs logiques. Donc, je vais mettre N, nouveau manin. Il me dit qu'il n'y a plus d'espace pour des partitions primaires. Donc, ce qu'on peut ajouter, c'est des partitions logiques. Je vais prendre le début de la partition étendue. La taille, je vais donner 4 Go. Donc, je vais mettre ici plus 4 Go. Alors, si je fais P, donc vous voyez ici, directement le lecteur logique, il commence avec la lettre 5, SDB 5. Dis-moi les lecteurs logiques, ça commence à partir de 5. D'accord? La partition étendue que j'ai créée, elle est dans le lecteur, la partition logique, elle est dans la partition étendue. Hein, si vous remarquez bien les plages d'adresse. D'accord? On est 4 Go heavy, Rafius 5,2 Go dans la partition étendue. D'accord? Je vais créer un deuxième lecteur logique. Je vais prendre les valeurs par défaut, maintenant le reste du disque. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai deux lecteurs logiques, SDB5 et SDB6, qui sont dans la partition étendue SDB2. On a dit partition SDB1 et deux lecteurs logiques SDB5 et SDB6 dans la partition étendue SDB2. Donc ça, c'est un exemple de partitionnement. Pour partitionner votre disque, vous pouvez utiliser la commande fdisk. D'accord? Pour enregistrer ces modifications et quitter TAMW. D'accord? Là aussi, je fais fdisk-L pour afficher les disques. Vous allez remarquer que le disque SDB, maintenant, il est partitionné. Flash disk taille, puis une table de partition. D'accord? Tout à l'heure, quel disque dur à Kahawa, une table de partition. Tawa. Le flash disk aussi, il est partitionné. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Comment utiliser? Ben, je vous pose la question, est-ce que je peux utiliser ces partitions? Je mets des informations ou non? À les partitions par flash disk. Je peux ou non? Message, essayez de répondre. Je veux que le cours soit un peu interactif. Est-ce qu'on fait ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Et Farah, par exemple, ton avis, est-ce que je peux utiliser les partitions? Vraiment, je pense oui. Je pense oui. Pour écrire des données sur une partition, je les aime dans la partition. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Comment on va organiser les données? Comment on va connaître leur adresse?
leur nom, les permissions. Je crois Un système de fichiers. c'est ça. Donc, on doit formater les partitions. Les formater, créer un système de fichiers sur les partitions. Et c'est ce qu'on va faire. D'accord? Alors, pour créer un système de fichiers, la commande, c'est mkfs. Donc, mkfs, c'est pour dire Make File System. On a créé un système de fichiers. Avec l'option -t, on spécifie le système de fichiers. Donc, je vais mettre, par exemple, extend2 et je vais mettre ici /dev/sdb1. L'année, j'ai pris la première partition primaire et je vais la formater avec le système de fichiers extend2. D'accord? Donc, l'année, vous voyez que la table d'inode a été créée et il y a un super bloc, un bloc qui contient des informations sur le système de fichiers qui est en train d'être écrit. C'est bon. La partition SDB1, elle est formatée. Je peux utiliser la commande mkfs autrement, avec un autre syntaxe. mkfs. Le type de système de fichier, par exemple extend4, et le nom de la partition. Donc, /dev, par exemple, sdb5. L'année, je vais formater la partition SDB5, ou le lecteur logique SDB5, avec le système de fichier extended4. Donc, vous voyez l'année par rapport à extended2. Donc, extended4, il crée un journal. Donc, on a le système extended4, il est journalisé. D'accord? Le système extended2 n'est pas journalisé. Donc, à part la table d'inode, il y a un journal qui est créé. Et ici, il y a aussi le super bloc qui est en train d'être créé. Est-ce que c'est clair pour la commande mkfs? Je peux aussi formater la partition SDB6 avec extend3. Alors, chaque partition, je peux la formater, voilà, je chante extend2, je peux la formater avec le système que je veux. Hein. SDB6. On a une partition, un système de fichiers à part. B. Alors, je reviens vers vous et je vais vous demander la même question. Est-ce que je peux, un système de fichiers, est-ce que je peux utiliser ces partitions? Là, je mets le système de fichiers ou non? Là, je mets des fichiers ou non? Oui, oui. Oui, je peux écrire des fichiers. Alors, comment accéder au disque? On a fait Windows, le nom du lecteur, c'est deux points, ou les deux points, puis Linux. On accède à travers un répertoire. Oui ou non? Maintenant, il manque une petite chose. Il faut monter la partition. Il faut l'attacher à un répertoire pour pouvoir accéder à cette partition. D'accord? C'est la seule chose qui manque. Donc, pour connaître les partitions montées, les systèmes de fichiers montés, il y a un fichier spécial qui s'appelle, un fichier de configuration dynamique qui s'appelle mtab. Donc, vous faites 4/etc/mtab et vous allez trouver ici tout ce qui a été monté sur la machine. Par exemple, l'année, vous voyez cette ligne, /dev/sda6, ça contient le système de fichiers Linux. Il est monté sur le répertoire racine. On a un système de fichiers Linux. On joue full partition SDA6 où il est formaté en extended4, il est accessible en mode read-write. D'accord? Les partitions que j'ai créées dans SDB1 ou 5 ou 6, ils ne sont pas montés.
ils ne sont pas montés. D'accord? Donc, comment monter une partition? C'est à l'aide de la commande mount. Comment attacher une partition à un répertoire? C'est à l'aide de la commande mount. Puisque le flash disk c'est un préfixe temporaire, je vais créer un répertoire temporaire. mkdir /mnt. On crée ces répertoires pour tout ce qui est temporaire dans /mnt. Je mis mon disque. D'accord? C'est un répertoire. Ce répertoire, je vais l'attacher à la première partition de mon flash disk. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mount /dev /sdb1 et /mnt mon disque. Et si j'écris quelque chose dans le répertoire mon disque, je vais écrire un fichier, ça va être enregistré dans la partition SDB1. La partition SDB1, elle est accessible à travers ce répertoire. On a qui nomme touch /mnt mon disque fichier. Le fichier que j'ai créé, il est /ls/mnt mon disque. Je vais trouver un fichier. Ce fichier, il est sur quel disque ou sur quelle partition? On a sur ma machine un disque dur et un flash disk. Le disque dur c'est SDA et le flash disk c'est SDB. Donc le fichier, il est sur quel disque? SDB. C'est sur le disque SDB, sur le flash disk, et il est dans la partition SDB1. D'accord? J'ai attaché le répertoire à ce disque, on va snap fichier. Fichier de snap disque avec. Ce que je vais faire, je vais détacher le flash disk de ce répertoire. Je vais umount /dev. Je vais umount mnt mon disque, ou /dev sdb1. Ça marche. Il y a un répertoire ou un périphérique. D'accord? Pour ceux qui m'ont compris, ls/mnt mon disque, qu'est-ce que je vais trouver? ما ثم شيء. Très bien. Donc ما فما حد شيء. علاش ما فما حد شيء؟ على خاطر الفلاش ديسك ماش attaché à ce répertoire. Ou le fichier que j'ai créé, il est dans le flash disk. Le répertoire avait ولا تبع SDA. على خاطر le système de fichiers l'arborescence Linux كله attaché à mon disque dur. D'accord? كنعاود mount مرة. Si je vais monter à nouveau SDB1 sur ce répertoire, on a ls marach, qu'est-ce que je vais trouver? J'ai attaché à nouveau la partition au répertoire mon disque. Qu'est-ce que je vais avoir là? Est-ce que le fichier peut يخرج هذاك كي نعمل ls? Oui. Oui. Je suis en train d'accéder à la partition SDB1. عملت لها mount على الريpertoire هذا. D'accord? معناها les répertoires اللي تشوفوا فيهم في Linux, alors on peut les attacher à des disques différents ou à des partitions différentes. Je peux par exemple, là je vais le répertoire /var /loc. Le répertoire il est très utilisé, oui ou non. Et je peux l'affecter à un disque rapide. Maintenant, je vais machine un disque rapide et je monte le disque rapide sur ce répertoire. Je vais améliorer la performance de la machine. D'accord? Comme par exemple le répertoire temp.
C'est un répertoire utilisé par tous les utilisateurs. كلهم يحطوا في des fichiers temporaires. ينجم ياخذ لي برشا espace من disque. Peut s'attirer le disque. Là, je peux mettre ce répertoire sur un disque à part. D'accord? S'il y a une saturation, ça sera seulement du disque que j'ai monté. Est-ce que c'est clair? Et c'est l'objectif du plan de partitionnement. C'est ce qu'il faut faire lors du partitionnement. Il faut connaître quels sont les disques qu'on va utiliser, quel est le comportement des applications, quels sont les répertoires les plus utilisés. Il faut voir aussi s'il y a quelque chose à sécuriser. Il faut créer les partitions nécessaires. On monte chaque répertoire sur sa partition pour avoir un système plus performant et plus sécurisé. Donc, je vais revenir au support de cours. Donc, l'utilitaire fdisk, donc ça permet d'afficher les disques détectés par la machine avec l'option "-L". En bas, si vous mettez fdisk suivi par le nom du disque ou le nom du disque, vous allez pouvoir le partitionner avec les différentes commandes offertes par le menu de fdisk. Ce que je viens de faire tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est un exemple. Je vais passer parce que j'ai déjà fait cet exemple. Il y a un autre utilitaire, donc l'utilitaire parted, que vous pouvez aussi utiliser. Ça fonctionne comme fdisk. Vous pouvez l'utiliser aussi pour partitionner vos disques. Pour créer un système de fichiers, pour formater une partition. Donc la commande à utiliser, c'est mkfs, donc make file system. Donc l'année avec le "-t", vous pouvez spécifier le type de système de fichier. En bas, vous mettez le nom de la partition. Hein. Donc exemple, mkfs.extended3/dev/hda1 ou le "-t", ça fait la même chose. Hein. D'accord? Si vous voulez créer un système extended 2 ou bien extended 3, vous pouvez utiliser la commande mke2fs. mke2fs, le nom de la partition, et vous pouvez passer des options et vous allez créer ou bien extended 2 ou extended 3. Si vous mettez "-j", là, ça sera un système journalisé. Ça sera extended 3. Si vous ne mettez pas l'option "-j", ça sera un système extended 2. Pour afficher les informations sur le système de fichiers d'une partition, la commande à utiliser, c'est dump2fs. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, si je fais dump2fs et je vais mettre /dev/sdb1. Donc, la name, je lis des informations sur la table, sur le système de fichiers, d'accord? Et bien sûr le nombre de blocs, le nombre d'inodes disponibles et les tables d'inode. Si vous ajoutez l'option "-b", vous allez afficher les blocs défectueux, hein, s'il y en a, d'accord? Si vous voulez modifier un système de fichiers étendu, un système de fichiers extended, vous utilisez la commande "-tune2fs", d'accord? Donc par exemple, pour la première partition SDB1 à Malta Extended 2, si je veux rendre cette partition Extended 3, donc je mets "-tune2fs -j", ajouter un journal et je mets le nom de la partition SDB1. Donc là, vous voyez, il y a eu la création d'un journal. Le système maintenant installé sur SDB1, il est journalisé. Donc c'est Extended 3 et c'est plus Extended 2. La commande "file check", donc c'est une commande qui permet
de vérifier s'il y a des fichiers endommagés ou bien corrompus sur une partition. On a l'exemple là, file check /dev/sda3, ça va vérifier tous les fichiers. D'accord? S'il y a des erreurs, tu as le file check-i pour corriger l'erreur. Hein. La commande mount, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet d'afficher, d'attacher un système de fichiers à un répertoire, voilà, à un point de montage. Qui m'a l'année, par exemple, mount /dev/hda1/dos. L'année, cette partition, elle est montée sur le répertoire /dos. D'accord? Vous pouvez ajouter des options, -o, parmi les options, read only. Alors, si vous voulez monter le système de fichiers en lecture seul. Lorsque vous utilisez un CD-ROM, on a un périphérique, on a un support de stockage accessible seulement en lecture. Alors, vous pouvez mettre -o et vous mettez RO. Il y a d'autres options. Hein. B. Je vais finir le chapitre par expliquer le fichier de configuration fstab. Donc, ce qu'on a vu avec mount, c'est comment monter les partitions d'une manière temporaire. Si je fais mount, qui m'a mal tout à l'heure pour SDB1, ça va être ajouté, ça va être monté, d'accord, qui m'a l'année, SDB1, c'est monté. C'est temporaire. Lorsque je ferme la machine, elle n'est plus montée. Donc, pour monter d'une manière permanente, il y a un fichier de configuration qui s'appelle fstab, donc, dans le répertoire /etc, qui contient les systèmes de fichiers à monter. Donc, vous voyez /dev/hda1. Le point de montage, c'est la racine, le type du système de fichiers et des options. Au bas de l'année, est-ce que c'est sauvegardé ou non, et est-ce qu'il y aura une vérification lors du montage ou non? Si oui, quel est l'ordre de vérification? Alors, les options qu'on peut mettre, donc RO pour dire read only, RW pour dire read write, donc mode lecture-écriture, no auto ou bien auto c'est pour dire est-ce qu'il sera monté automatiquement ou non, user ou bien no user c'est pour dire est-ce que le simple utilisateur peut monter et démonter ou bien c'est seulement le super utilisateur. On peut définir aussi les permissions sur l'ensemble du système de fichiers. Voilà, on peut mettre default, ça veut dire read write auto, on est monté automatiquement, et no user pour dire seulement le super utilisateur peut monter et démonter. Si c'est une partition swap, on met SW, hein, d'accord? Je vais vous montrer par exemple 34/etc/fstab. Donc l'année vous avez le fichier fstab sur ma machine. Donc il y a deux partitions qui sont montées automatiquement. Il y a la partition racine, d'accord, et il y a la partition swap. J'ai seulement deux partitions qui sont montées automatiquement. Hein. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Ben, l'échauffement, je sais que c'est beaucoup d'informations. Hein. Ils ont eu beaucoup d'informations rapidement. Hein. On va faire un TP. On va faire un TP pour mettre en œuvre tout ce qu'on a vu. Et comme ça, vous pouvez manipuler facilement les disques sur vos machines sans avoir peur de les endommager. On a dit, formater un disque dur, il a peur. On va dire, si je fais quelque chose, peut-être que je vais perdre mes données. Ce n'est pas une opération très difficile. Donc, on va faire un TP. Vous allez comprendre ça. En bas, vous allez avoir une certaine expertise pour manipuler facilement, le formater, créer des partitions facilement. Mais je veux que vous faites ça
au début sur la machine virtuelle. Ne faites pas comme moi, j'ai directement manipulé mes disques physiques. Donc, ce que vous allez faire, donc vous ouvrez VirtualBox et vous ajoutez un disque. D'accord? Même chose, settings. Bien sûr, il faut que la machine soit fermée. Stockage. Bah, vous appuyez ici, add hard drive. Vous ajoutez un disque. Create new, comme l'étape. Lorsque vous créez un nouveau disque et vous démarrez la machine, taille bien sûr, vous pouvez manipuler ce disque, le départition, vous le formatez sans avoir peur à la machine physique. Ça se passe sur la machine virtuelle. D'accord? Commencez le TP à la machine virtuelle, là, c'est un disque virtuel, et faites le TP. La séance prochaine, comme j'ai dit, ce cours est citable sur une séance, on va corriger ce TP ensemble. Tout le monde va faire ses manipulations. Et on va faire une deuxième partie pour ce cours, c'est la gestion des quotas. On va voir comment limiter l'accès au disque pour les utilisateurs. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ben, donc, ça sera tout pour la séance d'aujourd'hui. S'il y a des questions, vous pouvez les poser ou bien des remarques. Sinon, vous pouvez trouver le TP sur Google Classroom et vous pouvez commencer le TP. Ça met des questions. Oui, monsieur. Oui. Je voulais vous demander, monsieur, qui fait l'examen c'est un examen QCM, comme la dernière fois. D'accord, monsieur. Ça sera un QCM. Ah, les chapitres Colbert. D'accord, monsieur. Merci. D'accord. Mais j'ai d'autres remarques ou bien des questions? Oui. Monsieur, ليش ما تجدين في كلاس روم؟ انت مش موجود في كلاس روم؟ لا مسيو، ما قلت لك أول عام عطيتك الميل. ليه خاطر j'ai envoyé une nouvelle invitation avec le mailing de la classe. معناها عملت invitation à nouveau 3 à 5. معناها كانك مش موجود في الميلينغ ليست بتاع 3 à 5. جاني شيء يا مسيو، ما نجمش. كيفاش دخلت الكور لهنا؟ بعث لي شكون نيته دخلت عليه. Est-ce que tu fais partie de la classe 3 à 5 ou non? Oui, الماتيريال كل داخلين مسيو. Et les profs ont dit donc je vais arrêter l'enregistrement. أي خاطرني أنا مش من الأول معناها بديت في 3 à 5.